Très bien, les amis, bon lundi. Je vais mettre en pause notre série Bride of Charlie juste pour une journée parce qu'il se passe tellement de choses en ce moment. L'Iran est littéralement en feu. Bill Ackman veut apparemment que je sois emprisonné pour avoir suggéré que les fils et filles américains devraient refuser d'être sacrifiés pour Israël. Pourquoi une telle réaction? Peut-être parce que toute cette guerre a été orchestrée par Israël. C'est peut-être ça. Donald Trump a très clairement trahi le peuple américain. Il faut l'accepter. J'ai dû l'accepter moi aussi. Il n'est clairement pas le commandant des forces armées. C'est Bibi Netanyahou qui l'est. C'est Myriam Adelson qui l'est. Et je crois que Charlie Kirk a été la première victime de la guerre en Iran. Et je pense aussi qu'il a été intentionnellement sacrifié par ceux qui pratiquent le culte occulte. Je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. Au-delà de cela, il est complètement évident pour quiconque y prête attention que le désir d'Erika était de devenir présidente un jour. Alors, parlons de tout cela. Bienvenue à nouveau sur Candace. Tucker Carlson, il fait le buzz en ce moment. D'ailleurs, il fait toujours le buzz. Ce qu'il fait en ce moment est tellement remarquable et courageux et il remet en question la conversation, changeant notre compréhension de la façon dont la politique fonctionne. Et il a été d'une honnêteté tellement objective et, encore une fois, courageux dans ce qu'il fait. Mais il fait le buzz en ce moment pour une raison plutôt obscure. C'est en fait un simple tweet qui fait littéralement fondre ses détracteurs habituels. Voici le tweet. Je vais vous le montrer. Il a écrit « Priez pour que le sortilège soit rompu et que le monde soit sauvé ». C'est tout, il a écrit. Bien sûr, nous devrions prier, mais qu'est-ce qui les déclenche là-dedans? Je crois que je sais. Je pense que c'est le terme « un sortilège ». Oui, un sortilège, parce qu'un sortilège implique qu'une forme de sorcellerie ou de magie est à l'œuvre. Et le moment où ce tweet a été publié est vraiment particulier, parce que j'ai eu tout le week-end à cœur et en tête de trouver les bons mots pour expliquer à mon public que ce qui se passe dans ce monde est littéralement et exactement cela. Des personnes qui pratiquent la magie occulte poussent en ce moment même vers une 3e guerre mondiale. Et je pense que c'est difficile à accepter pour beaucoup de gens, parce que nous, vous savez, on grandit et on apprend cela. Il y a en fait vraiment 3 grandes religions monothéistes en Occident. Donc l'idée qu'en réalité, il y a des personnes à la tête des gouvernements occidentaux qui sont en essence vraiment païennes et pourraient faire littéralement des sacrifices de sang à divers démons, ça nous échappe un peu. Cela échappe à notre compréhension du monde parce que nous regardons Hollywood, nous regardons la culture. Hollywood, en particulier, a toujours été très intentionnel pour rendre ce genre de récit invraisemblable, n'est-ce pas? Les films, les livres qui sont publiés, s'ils abordent le sujet de la sorcellerie et des sorts, c'est vraiment réservé à la catégorie de la fantaisie, non? C'est de la fantaisie. Si on en parle, ou si c'est tourné en dérision comme dans Hocus Pocus ou Harry Potter, vraiment. Quel genre de personnes folles croiraient que des pratiques païennes anciennes existent encore dans le monde réel? D'accord, peut-être dans un village reculé du tiers-monde en Afrique, mais dans le monde occidental développé, au sommet du gouvernement, il serait fou de ne serait-ce que le suggérer, même quand c'est littéralement sous nos yeux. Prenez par exemple cette récente collection d'un défilé de mode à Paris d'une marque appelée Matérie fécale. Juste pour que vous sachiez, cela se traduit par matière fécale. Ouah, ça a dû être un spectacle vraiment inspiré. Matière fécale. Ouah, non, c'est tellement direct, mais ne pas aller encore plus loin? Et pensez-vous que ces gens-là pourraient être impliqués dans des trucs un peu glauques? Cela ferait de vous, encore une fois, un fou. Et que dire de cet artiste visuel des stars, si célèbre, le Serbe? Elle est aussi une artiste pour les politiciens. Elle pratique la cuisine spirituelle. C'est littéralement ce qui figurait dans ses courriels. Marina Abramović. Elle se produit devant les personnes les plus puissantes du monde. Des performances comme celle de 1974, où elle cherchait à, je cite, « raviver l'énergie ». D'une douleur corporelle extrême, à l'aide d'un grand pentagramme imbibé de pétrole que l'artiste a enflammé au début de la performance. Debout, à l'extérieur du pentagramme, Abramović s'est coupé les ongles de pied et les cheveux. À chaque fois qu'elle terminait, elle jetait les coupures dans les flammes,
créant à chaque fois une explosion de lumière, brûlant le pentagramme, représentant une purification physique et mentale. Oh, ce n'est que de l'art, les gars. Ce n'est que de l'art. Tu ne penses pas qu'on va un peu plus loin? Non. Allez, ce n'est que de l'art. Et en ce qui concerne la science, même quand c'est sous nos yeux, comme lorsque les plus grands physiciens nucléaires du monde sont surpris, vêtus de capes devant une statue de Shiva, en train de poignarder une femme lors d'une cérémonie occulte. Pour le CERN, eh bien, vous savez, c'est juste de la science. Ce que vous voyez là, sur vos écrans, c'était de la science, la meilleure science, le meilleur que la science puisse offrir. Les personnes les plus ingénieuses. Et en effet, je serais d'accord pour dire que c'est la science moderne. En fait, tout l'élan de ce qu'on a appelé la révolution scientifique, c'était de s'éloigner de l'ordre naturel des choses pour aller vers l'empirisme et la rationalité. Cela a commencé à cause d'un long effort organisé, maçonnique, pour éloigner l'humanité de notre compréhension spirituelle innée. Il voulait que vous sachiez que vous pouvez désormais ignorer vos instincts donnés par Dieu. Vous pouvez mettre de côté votre subconscient. Ce subconscient qui s'active et vous fait savoir que quelque chose ne va pas, oui, vous pouvez simplement le mettre de côté et faire confiance aux experts à la place. En fait, les experts nous répètent sans cesse que notre subconscient a tort ou qu'il est simplement bizarre. Et dans certains cas, il est immoral. Il est même diabolique. Vous voulez aller voir votre grand-mère alors qu'elle est en train de mourir au milieu du COVID? Qu'est-ce que vous êtes, Satan? Vous êtes guidé par Satan. Si vous ne le faites pas, écoutez le docteur. Fauci, c'est lui qui vous guide. Parce qu'il n'y a pas de source d'autorité plus grande dans leur monde que le gouvernement. Qu'il contrôle, c'est ça l'idée. Et je vous le promets surtout, vraiment surtout, que quand Savannah, ma manager, est descendue les escaliers et m'a annoncé que Charlie avait été abattu, je suis allée dans le bureau de mon mari et j'ai pleuré et j'ai immédiatement dit « Il a été trahi. Charlie a été trahi. » Et mon mari m'a répondu « Tu n'en sais rien. Nous ne savons encore rien. » Et j'ai dit « Je le sais. » Maintenant, empiriquement, cet argument ne tient pas. Je comprends. Mais personne ne peut l'expliquer pourquoi ni comment. J'ai ressenti une angoisse profonde la semaine même qui a précédé l'assassinat de Charlie. Personne ne peut expliquer pourquoi. Je savais qu'un danger allait frapper spécifiquement une école et je ne sais pas pourquoi, mais je sentais que c'était lié aux abeilles. Pourquoi? Ce sentiment était si fort que j'ai engagé une sécurité supplémentaire, j'ai arrêté mon podcast et j'ai retiré mes enfants de l'école. Je n'avais jamais ressenti une telle angoisse de toute ma vie. Jamais. Personne non plus ne peut l'expliquer, ou même proposer une explication sur la façon exacte dont Charlie savait qu'il allait mourir jeune et que sa mort serait spécifiquement liée à Turning Point USA. Il disait qu'il savait, dès l'instant où il avait signé sur la ligne pointillée, qu'il allait mourir jeune. Quelle est exactement l'explication d'expert pour cette certitude intérieure profonde qu'il avait et qui s'est maintenant révélée exacte? Je vais vous le dire, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ce que Charlie a ressenti était évidemment juste. Et au moment où Charlie a été abattu, j'ai su que ce qui lui était arrivé n'était pas un hasard. D'accord, il a été trahi. Charlie Kirk a été la première victime de la guerre en Iran. J'en suis certain. Et c'est encore plus profond que ça. Je pense maintenant qu'il a probablement été sacrifié. Et je veux vous expliquer pourquoi j'en suis arrivé là. Vous le savez, si vous faites partie de mon club de lecture, j'ai beaucoup fait de recherches sur la franc-maçonnerie. Il y a environ 1 mois, alors que nous faisions une pause pour préparer notre série La fiancée de Charlie, quelqu'un m'a envoyé ceci. Je vous montre, c'est ce qu'on m'a envoyé par la poste. Quelque chose que l'on appelle une Bible maçonnique. Je savais que ces objets existaient grâce à mes études sur Sigmund Freud et au fait qu'il en avait hérité un de son père. L'histoire de celui-ci en particulier, accompagnée d'une lettre manuscrite, est qu'un franc-maçon du 33e degré en Oklahoma est décédé. Et tous ses biens ont été laissés dans une maison qui a finalement été vendue aux enchères. Et la personne qui avait ceci en sa possession, son parent, était celle qui avait acquis la maison. Et ils sont entrés et ont tout brûlé à l'intérieur, pensant évidemment que cela ne portait que de mauvais esprits. Mais lui, pour une raison quelconque, a eu le sentiment qu'il devait garder cet objet en particulier. Sans raison particulière, il l'a gardé à l'arrière de son camion pendant plus de 10 ans. Et lorsqu'il m'a vu parler de l'histoire de la franc-maçonnerie et de leurs croyances, en essayant de
discerner ce qu'il croit, il a senti que c'était la raison pour laquelle il l'avait gardé toutes ces années. Alors, il me l'a simplement envoyé pour m'apporter un éclairage supplémentaire sur ce qu'il croit et ce qu'il pratique au sommet de la franc-maçonnerie. Ce n'est pas la loge maçonnique de votre grand-père, d'accord? Oh, mon père était dans une loge. C'était juste une société. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, la franc-maçonnerie du 33e degré. Alors, j'ai feuilleté ça immédiatement après que nous l'ayons fait. Arrosez le dos, bénite. Je l'ai feuilleté. Et dès les toutes premières pages, il y avait un pentagramme avec diverses illustrations à l'intérieur, des annotations tout autour. Je vais vous montrer ça maintenant. Nous avons pris une photo pour que vous puissiez la voir. Là, en bas. Et au cas où vous ne verriez pas ce qui pointe vers le centre, il est écrit « lieu de sacrifice ou de culte ». Lieu de sacrifice ou de culte, là, au centre. Je veux donc que vous sachiez que dans cette Bible franc-maçonne, il est illustré qu'un sacrifice doit être fait au centre d'un pentagone. C'est un pentagone, 5 côtés, comme une maison. Et je me suis dit, comme c'est curieux que Charlie ait effectivement été assis au centre d'un pentagone lorsqu'il a été tué. Laissez-moi vous le démontrer. Vous pouvez le voir juste là. Encore une fois, c'est mon étude indépendante sur Sigmund Freud qui m'a amené à découvrir B'nai B'rith, le groupe juif franc-maçon, qui, selon moi, dirige notre pays depuis au moins la guerre de sécession. J'ai fait de mon mieux pour consommer et apprendre ce qu'ils croient, ce qu'ils pratiquent. C'est du mysticisme occulte, d'accord? La panique satanique qui a eu lieu était réelle. Des enfants sont en train d'être blessés. Ils ont été blessés lors de cérémonies occultes depuis très longtemps. C'est une pratique ancienne. Et il ne faut en aucun cas confondre cela avec le judaïsme. En fait, il compte sur votre confusion à ce sujet. Cela n'a absolument rien à voir avec aucune des religions monothéistes, d'accord? Le judaïsme n'est qu'un masque que portent ces occultistes païens, tout comme le christianisme est l'un des masques qu'ils portent. L'étoile de David, comme ils l'appellent, est en réalité un symbole occulte censé représenter l'anneau du roi Salomon. Il n'y a aucun moyen d'éviter cela. Il n'y a aucun moyen pour eux d'essayer de réécrire l'histoire. C'est littéralement connu sous le nom de sceau de Salomon. Je vais vous montrer cela. Ceci est, vous pouvez, c'est sur Wikipédia. C'est aussi accessible que ça. Nous pouvons en lire des passages ensemble. Il est écrit qu'il est souvent représenté sous la forme d'un hexagramme ou d'un pentagramme. Dans la tradition mystique juive, l'anneau est décrit de différentes manières. Il aurait été donné à Salomon, lui ayant donné, pardonnez-moi, le pouvoir de commander au surnaturel. En raison de la sagesse proverbiale de Salomon, il en est venu à être considéré comme un amulette, un talisman ou un symbole. Ou un caractère dans la magie médiévale, la magie de la Renaissance, l'occultisme, l'alchimie. Mesdames et messieurs, c'est littéralement de la sorcellerie. Nous ne pouvons pas battre ces gens et nous ne pouvons pas gagner si nous refusons même de reconnaître ce à quoi nous sommes confrontés. Nous devons reconnaître ce que c'est et qui sont ceux à qui nous faisons face. Et encore une fois, cela n'a rien à voir avec le christianisme. Cela n'a rien à voir avec le judaïsme. C'est pourquoi, comme il est également stipulé sur cette page Wikipédia, le sceau de Salomon figurait autrefois sur le drapeau du Nigeria et sur le drapeau du Maroc. Ce ne sont pas des pays connus pour être juifs. Les francs-maçons vénèrent Salomon comme le maître architecte. Ils croient qu'il leur a donné les clés pour construire et donc contrôler les sociétés. C'est ainsi que l'on construit. C'est ainsi que vous construisez une matrice, en fait, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle Aleister Crowley, qui était un maître occultiste, a créé toute une religion. Autour de cela, il a réuni une série de livres, une série de pentacles destinés à invoquer divers esprits. Je veux que vous m'écoutiez quand je dis qu'ils invoquent intentionnellement des démons. Le premier livre qu'il a écrit s'appelait « Le livre des esprits maléfiques ». Wow, regarde cette étoile de David partout dessus. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce n'est pas associé au judaïsme? C'est associé au culte de Baal? Je ne saurais trop insister là-dessus. C'est ce que pratiquent ceux qui détiennent le pouvoir. C'est ce en quoi ils croient. C'est ancien, c'est occulte, et c'est de la magie. Je crois que la manière dont Charlie est mort était aussi destinée à jeter un sort.
C'est la seule chose qui est ressortie. Je n'arrêtais pas de me demander, pourquoi ont-ils diffusé ça? Nous forçant à regarder. Charlie Dye était diabolique. Et même si le prêtre que je vais vous montrer parle du satanisme de façon plus générale, il ne dit pas cela. Pour être clair, dans le contexte de Charlie Kirk, je veux que vous écoutiez ce qu'il dit. Voici le père Ripperger. Il va décrire la nature de ce genre de symbolisme constant qui est utilisé, cette obsession. Avec eux, c'est presque comme s'ils devaient nous révéler ce qu'ils font, comme s'ils voulaient s'approcher de nous, révéler ce qu'ils font, puis nous manipuler. Écoutez bien. En fait, le terme technique que nous utilisons généralement pour cela s'appelle la révélation de la méthode. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Je n'en ai pas entendu parler. En gros, cela signifie essentiellement que cela peut être lié à une malédiction. Il pourrait maudire cela afin que sa diffusion devienne plus large et que davantage de personnes regardent la chose. Mais très souvent, de quoi s'agit-il chez les satanistes? Et aussi, même si c'est une secte et que le fait qu'elle soit cachée, il y a tout de même un aspect de la psychologie diabolique. Même lorsqu'ils restent cachés, ils veulent quand même se montrer d'une certaine manière. Ils vont quand même se révéler d'une manière ou d'une autre. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. Et c'est la même chose que tu vois, c'est la même chose que tu vois chez les satanistes, c'est la même chose que tu vois chez les francs-maçons quand ils sont impliqués dans certaines choses. C'est la même chose que tu observes partout dans ces groupes particuliers. Et donc, ils ont tendance à révéler des choses. Mais leur espoir, c'est que, même en révélant, tu ne t'en rendes pas compte. Il y a un plaisir sadique qu'ils tirent du fait de te le mettre sous le nez sans même que tu t'en rendes compte. Oui, c'est exact. C'est diabolique. Et ils sont clairement sadiques dans ce qu'ils font. Et, bien sûr, il y a un aspect à cela. Ils prennent plaisir à te faire douter de toi juste après avoir fait ce genre de choses. Ce point, d'ailleurs, à propos du symbolisme, un peu évident et en pleine figure. C'est également clairement indiqué dans les toutes premières pages de cette soi-disant Bible des francs-maçons. Ce symbolisme est en réalité crucial. En fait, c'est une science pour eux. Tu n'imagines pas des choses. Juste ici, en haut, il est écrit ceci. Encore une fois, tiré de cette soi-disant Bible des francs-maçons. On peut lire « Il a été justement affirmé que le symbolisme constitue l'essence même de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie est essentiellement la science du symbolisme. » Plus bas, on nous propose une section intitulée « La science du symbolisme expliquée ». On peut lire « Un symbole ou un emblème est une représentation occulte de quelque chose d'inconnu ou de caché par un signe ou une chose connue. Quelque chose que tu reconnais, mais qui porte un sens différent, plus profond. » Et on nous donne quelques exemples. Incroyable, tu ne me croirais pas si je ne te le montrais pas. On donne l'exemple d'un carré. Le carré en fait partie. En franc-maçonnerie, c'est un emblème ou un symbole de moralité. Une ligne à plomb, symbole de rectitude, et la ruche comme symbole d'industrie. Oui, ils communiquent effectivement entre eux à l'aide de symboles, comme je l'ai affirmé depuis le tout début d'ailleurs. Le fait que Kash Patel insiste continuellement sur 33 heures n'était pas anodin. Cela ne semblait pas subtil. Il m'a semblé, ainsi qu'à beaucoup d'autres, que c'était une sorte de signal. 33, 33, tout le monde ne cessait de répéter 33. Donc, au public régulièrement manipulé, j'aimerais valider chacun de vos instincts, en particulier concernant le comportement ultérieur de Turning Point USA en tant qu'organisation, un comportement qui nous a semblé, à nous, diabolique. Apparemment, malheureusement pour eux, il n'y avait pas assez d'empirisme, de rationalité ou de sorcellerie dans l'univers pour surpasser notre impression que quelque chose n'allait pas et ne va toujours pas profondément. Profondément, d'accord? Profondément mauvais. Qu'est-ce qu'ils nous ont donné? Le meurtre horrible d'un homme, suivi du couronnement joyeux de sa femme, qui invite maintenant ses ennemis à bord du navire même qu'il a construit? Spirituellement, c'était du dégoût que nous avons ressenti, d'accord? Les mots ont un sens. Ils ont envoyé leur diffuseur pour en quelque sorte lancer quelque chose de plus large au public. Ce qu'ils ont lancé, c'est une veuve éplorée. C'est ce que Charlie aurait voulu, distanciation sociale de 6 pieds. Dans quel but, cependant? Dans quel but? Je pense que c'est assez évident maintenant. Il y avait un objectif ultime,
élever le profil politique d'Erika en tant que potentielle candidate à la présidence à l'avenir. En fait, cela a été explicitement et presque immédiatement suggéré par son cher ami et déviant homosexuel à temps partiel, Tyler Boyer, dont elle ne se souvient même plus comment elle l'a rencontré. Écoutez bien, ce qu'il a dit à peine 12 jours après l'assassinat de Charlie. Est-ce que vous voyez? La politique et son avenir à long terme. Oui, vous savez, c'est drôle. J'avais eu des conversations avec Charlie à ce sujet. Il disait, tu sais, Erika pourrait être tellement plus grande et meilleure que moi dans presque tout. On en riait tout le temps parce que les gens disaient que Charlie allait devenir président un jour. Ils croyaient fermement qu'Erika allait devenir présidente un jour. Eh bien, le revoilà. Leur récit des conversations privées contredisait exactement tout ce que Charlie disait publiquement. Femmes, mariez-vous. Ayez des enfants, ayez beaucoup d'enfants, restez à la maison. C'est plus important. Je veux dire, les jours précédents, Erika a dit qu'elle était restée parce que Charlie avait dit « La maison a besoin de toi ». C'est pourquoi elle n'a pas assisté à l'événement du 10 septembre. Ils étaient simplement en visite touristique. Parler. Charlie répétait chaque jour aux gens que la famille était ce qu'il y avait de plus important. Mais en privé, lorsqu'il s'est entretenu avec Tyler Boyer, il a dit « Erika va devenir présidente. C'est ce que je souhaite pour ma femme. Je souhaite qu'elle soit présidente et, en cas de décès, PDG et présidente du conseil d'administration. » Et, vous savez, il n'était pas le seul. Parce qu'il faut revenir en arrière pour vraiment se rendre compte à quel point tout cela était dérangé. Voici Frank Turek, le 7 octobre, à peine 3 semaines après l'assassinat de Charlie. Écoutez bien! Je lui disais souvent, le ticket en 2028 sera Vance Kirk. Et je lui ai dit, je ne sais pas si tu veux accepter parce que je ne pense pas que tu auras le même impact en tant que président de Turning Point USA. Mais tu sais quoi? Entre toi, moi et nos auditeurs, je n'abandonne pas l'idée du ticket Vance Kirk. Eh bien, c'est vraiment très excitant. Mais Je pense que Erika serait une présidente incroyable un jour. Ah, ça, mes amis, ce serait un exemple de ce que le père Rippinger appelait la psychologie diabolique. Du genre, oh, Charlie allait devenir président. Mais tu sais quoi? C'était Vance. Kirk, c'est ce qu'on espérait. Mais maintenant, il est parti. Je viens de réaliser qu'on n'a pas besoin d'abandonner l'espoir parce qu'il y a encore un Kirk. Et il y a toujours un président, Vance. Ça pourrait être vraiment beau et excitant. Ça pourrait être ce que Charlie voulait au final. Et, bien sûr, voici le très enthousiaste et toujours excité Mikey McCoy qui partage ce sentiment. Écoutez. il lui a laissé ses plans. Et juste, et Pour toi? voilà. Et Pour toi, Mickey. allez, Devant. ouais. On ne sait jamais vraiment quel sera le résultat. J'espérais vraiment qu'il y aurait un billet pour Vance Kirk. Il y aura peut-être encore un billet pour Vance Kirk. Beau. C'est tout simplement magnifique, n'est-ce pas? Qui pourrait nier un tel destin? Erika devenant présidente à la place de son mari. Et il sourit et rit de cette possibilité. Et nous ne verrons jamais ses plans, les gars. Mais ils ont bien dit à Mikey McCoy, mon gars de 21 ans, dont je ne sais même pas comment il a eu ce poste de chef de cabinet. Mais ces plans sont pour toi. Je ne t'ai pas donné la responsabilité. Donne-les à quelqu'un qui gérait mes avocats de succession. Non, je voulais te les laisser à toi. Et à Erika, parce que je ne sais pas si elle comprendrait vraiment ses plans, avec tout ce que j'ai découvert jusqu'à présent sur Erika. Je crois vraiment que c'était son objectif ultime, la Maison-Blanche. Je pense qu'Elizabeth Lane a bien cerné Erika lorsqu'elle a suggéré qu'elle pourrait être une psychopathe, car, à mon avis, seule une psychopathe pourrait. Après l'assassinat public de son mari, proposer une augmentation à Dan Flood, le garde de sécurité qui a failli à Charlie de toutes les manières possibles le 10 septembre. Seule une psychopathe qui ne ressent pas les émotions humaines comme les humains les ressentent serait capable de faire une telle offre. Et ensuite, accorder une interview à domicile au New York Times dans les jours qui ont immédiatement suivi l'assassinat de son mari. Le New York Times, une publication que son mari détestait, et elle dira alors à ce journaliste que la partie la moins traumatisante était l'idée d'élever ses enfants sans père. D'accord? La meilleure explication que je puisse trouver, c'est qu'il s'agit d'une psychopathe. Elle s'est sentie obligée d'aller au bureau la même semaine et d'y amener ses enfants tous les jours. Plutôt que de répondre à tous leurs besoins émotionnels à la maison, alors qu'ils prennent conscience qu'ils ne reverront plus jamais leur père.
La meilleure explication que j'ai, c'est qu'il s'agit d'une psychopathe. Ma meilleure explication, c'est pourquoi. Elle a dit à Jesse Waters qu'elle n'avait aucune peur, aucune du tout. Non, elle n'avait pas peur de sortir de chez elle dès le lendemain avec ses enfants à ses côtés. Je pense que presque tout le monde dans le monde s'est senti un peu moins en sécurité dans les jours qui ont suivi l'assassinat de Charles, mais pas pour sa femme, Erika Kirk, non. Erika ment de façon pathologique, et les médias essaient de nous faire croire que c'est parfaitement compréhensible, voire même que c'est quelque chose auquel on peut s'identifier. C'est même divin. Elle ment parce qu'elle est tellement pieuse, qu'elle a pardonné à la personne qui aurait tué son mari avant même d'avoir vu la moindre preuve de sa culpabilité. Et malgré une quantité écrasante de preuves allant dans le sens contraire, Erika est tellement pieuse qu'elle a même contribué à valider les parties invraisemblables du récit concernant Tyler Robinson. Les parties invraisemblables, comme le fait que le coup ait arrêté une balle de calibre 30-06, une balle. Elle est venue et a inventé le Superman avec son coup d'acier et tout le reste. Elle n'a posé aucune question, seulement la foi, une foi profonde, et des mensonges. Beaucoup de mensonges. Et pour être clair, quelle que soit la tentative avec Erika, faites attention à moi, les médias. Elle a complètement échoué, alors arrêtez. D'accord, tous vos petits sorts médiatiques échouent ces derniers temps, parce que nous avons compris qu'ils sont très facilement vaincus par la vérité, une vérité forte. Et de plus en plus de gens osent te la dire. De plus en plus de gens se sentent inspirés. Par Tucker Carlson. Se lever et reconnaître ce que nous combattons dans ce monde. Le mal absolu. Vieille école, antique, maléfique. On trouve même des humoristes qui osent faire des blagues sur l'évidence. L'évidence. Comme Tim Dillon. Écoutez. Tu sais, tu regardes l'affaire Kirk, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de ça? Tu regardes ça, tu essaies de prendre du recul et tu te dis, d'accord. Une mort tragique en apparence. On voit un Fury, le petit ami du Fury. Je me dis, d'accord. Puis on prend du recul. On se dit, attends, la femme est bizarre. Il y a quelque chose de louche avec la femme. L'organisation est étrange. Il y a quelque chose de louche chez eux. Tu sais, 3 semaines après la mort du gars, elle est là dehors avec des cierges magiques. Tu sais, ils font du cirque du soleil. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose de bizarre. Maintenant, on découvre que la femme, c'est plus que bizarre. C'est glauque. Et il y a de fortes chances que cette femme ait été sa manipulatrice, qu'il était ce jeune homme puissant, qui a récolté beaucoup d'argent pour beaucoup de gens et a pris beaucoup d'argent à beaucoup de gens. Et l'argent n'est jamais gratuit. Alors tu y réfléchis, tu te dis, tu as ce type, comment tu diriges un gars comme ça qui est incroyablement important? Il dirige la plus grande organisation d'inscription des jeunes électeurs. Une organisation. Il gère d'importantes sommes d'argent. Il façonne le récit, que ce soit sur le plan national ou international. Politique intérieure et étrangère. Donc tu as une manipulatrice qui arrive et peut-être qu'elle l'aimait. Je suis sûr qu'elle l'aimait. Pourquoi une manipulatrice n'aimerait-elle pas son mari? Parce que même si elle était son agent de liaison du Mossad et qu'elle l'a probablement fait tuer, aucun mariage n'est parfait. Aucun, pas un seul. Aucun mariage n'est parfait. Vraiment, aucun mariage n'est parfait. Il n'existe aucun mariage parfait. Elle a peut-être été sa manipulatrice et un jour, ils sont venus la voir en disant « Il a découvert que tu es sa manipulatrice ». Ou peut-être qu'elle leur a dit. Elle a peut-être dit « Écoutez, on a des problèmes ». Ce type, et je ne suis pas la seule à le dire, ne me tuez pas. Je dis juste, on n'annonce rien de nouveau ici. On ne révolutionne rien. On fait une analyse. On analyse. On est comme en mauvaise posture. Cette femme a peut-être appelé quelqu'un et dit « On a de mauvaises nouvelles ici ». Ce type a découvert tout l'argent blanchi. Et maintenant, il sait que je suis sa manipulatrice. Et il pense que ça invalide le mariage parce que je suis sa manipulatrice. Et ils ont dit, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Y a-t-il quelque chose qu'on puisse faire ici? Et elle répond, je ne sais pas. Et puis ils disent, eh bien, tu sais,
il va peut-être falloir que, tu sais, et elle a pleuré, et elle était triste. Peu importe. Et je ne dis pas que tout cela s'est produit. Je dis que c'est plus raisonnable que ce qu'on nous raconte. C'est tout. Et bien sûr, il a raison. Il n'y a absolument rien de raisonnable dans ce qu'on nous dit. Ça n'a aucun sens. Nous arrivons très rapidement à un moment donné. Au fait, j'ai noté. D'après mon producteur, certains d'entre vous sur YouTube ont été coupés pendant les 4 premières minutes de l'émission. C'est juste pour vous prévenir. Nous parlons de personnes qui ont paniqué, qui ont fait une crise sur X à cause du tweet de Tucker Carlson. Un tweet très simple, vraiment très simple. Il a dit « Priez pour que le sortilège soit rompu et que le monde soit sauvé ». Ce que je suggère, c'est que la raison pour laquelle ils sont autant déclenchés, c'est à cause du mot « sortilège », qui implique la sorcellerie, qui implique l'occulte. Et c'est exactement ce dont il s'agit. C'est le moment auquel nous arrivons. C'est que nous devons nous réveiller à ce que croient réellement les gens au sommet. Quelle est leur théologie directrice qui nous maintient constamment plongés dans des guerres, dans des territoires étrangers, à tuer sans cesse des enfants, à détourner le regard quand des enfants sont blessés? Cela m'amène au président Trump, qui est en fait devenu la blague la plus longue de l'histoire. Je n'ai pas eu besoin de la mort de Charlie Kirk pour me rendre compte de ce qu'il était en train de devenir très rapidement et de ce qu'il est aujourd'hui. Et j'aurai beaucoup de choses à lui dire, beaucoup de choses à dire sur lui quand nous reviendrons après cette courte pause. Très bien, les amis, une grande nouvelle concernant le marché de l'argent. Les États-Unis ont officiellement ajouté l'argent à leur liste de minéraux critiques, ce qui soulève d'importantes questions sur la signification de cette désignation pour la sécurité nationale et la viabilité économique. Donc, lorsque vous achetez de l'argent pour protéger vos économies, vous achetez aussi un minéral critique dont les États-Unis ont besoin et dont l'économie a besoin pour survivre. C'est pourquoi je veux que vous contactiez mes partenaires chez Goldco. Ils sont la première entreprise d'or et d'argent du pays. Avec 8000 plus avis 5 étoiles, ils offrent les meilleurs prix d'or et d'argent. Recevez votre kit gratuit 2026 chez Goldco et jusqu'à 10% de bonus en métaux précieux selon les stocks. Visitez CandiceLikesGold.com pour plus de détails. Encore une fois, c'est CandiceLikesGold.com. Je veux aussi vous parler de la Wellness Company, car en 2025, les dépenses mondiales pour la recherche sur le cancer s'élevaient à 356 milliards de dollars. Les revenus des médicaments contre le cancer de Big Pharma ont augmenté de 70% au cours de la dernière décennie. Pendant ce temps, les taux de cancer chez les personnes de moins de 50 ans ont doublé. Que ce soit à cause des vaccins, de nos modes de vie ou de l'environnement, une chose est claire, nous n'avons toujours pas de traitement abordable ou efficace. C'est là que la Wellness Company intervient pour vous aider à prendre en main votre santé. Par exemple, la cure antiparasitaire Gold Standard, qui associe l'ivermectine et le mébendazole, a montré son efficacité pour déclencher la mort des cellules cancéreuses, ce qui réveille le système immunitaire et initie une réponse immunitaire tout en entravant l'apport sanguin aux tumeurs et en stoppant la métastase. Commandez chez Wellness Company depuis chez vous. Ivermectine et mébendazole prescrits par médecins, faits aux USA, éliminent les parasites avec des bénéfices prouvés contre le cancer. Chaque flacon contient 90 gélules, soit 4 cures de 21 jours. Remplissez simplement un court formulaire, un médecin l'examinera et votre cure médicale arrivera en 1 semaine. Alors, rendez-vous sur twc.health/Candice ou visitez twc.health et utilisez le code CANDACE lors du paiement pour économiser 90 $ et bénéficier de la livraison gratuite. C'est twc.health/Candace. Alors, écoutez, je n'ai pas vraiment trouvé les mots justes pour exprimer ce que je ressens à propos du président Donald Trump. J'ai tendance à ignorer complètement le sujet de son existence parce que, d'une certaine manière, cela me dégoûte. Et c'est normal, c'est normal. Si vous étiez en 2015-2016 à courir partout avec une casquette MAGA, recevoir toutes les balles au sens figuré pour l'avoir soutenu, tenir tête aux Never Trumpers qui dirigent aujourd'hui son administration. Ce niveau de tromperie et de trahison devrait vous écœurer, non? L'esprit humain n'est pas vraiment fait pour affronter ce genre de tromperie. Vous n'êtes même pas censé imaginer un scénario où quelqu'un comme Charlie Kirk consacre littéralement toute sa carrière professionnelle, construit une organisation destinée à aider Trump. Pour donner du pouvoir à Trump, aux principes conservateurs, d'une manière ou d'une autre. Et en retour, lorsque Charlie Kirk est assassiné devant le monde entier, Trump lui consacre un total de 2 tweets, 3 tweets au maximum, pour exiger, et il n'a jamais exigé d'enquête,
Et l'un de ses tweets qu'il consacre à Charlie Kirk est une image générée par IA de Charlie en train de serrer un drapeau israélien dans ses bras. Oui, c'est plutôt dégoûtant. Trump a montré plus d'intérêt à réfuter le récit des médias traditionnels sur le fait qu'il serait en train de devenir chauve qu'il n'en a montré pour enquêter. Qui a assassiné une personne censée être son cher ami? C'était, j'emploierai toutes les raisons. Non, il était bien. Alors, comment sommes-nous censés interpréter cela exactement? Je pense que nous devons simplement comprendre que Trump n'a de loyauté envers personne, sauf envers lui-même. Ce n'était probablement même pas quelque chose d'aussi profond qu'ils lui ont proposé. C'était probablement juste du genre « Hey, on va te donner un bout de terrain à Gaza avec ton nom dessus. » Aussi, des gros titres favorables dans le New York Times. On pose ça sur ton bureau chaque matin et on te dit que c'est ce que tout le monde pense. Tu crois qu'ils ont encore du pouvoir? Honnêtement, c'est probablement tout ce qu'il a fallu pour que Trump trahisse non seulement l'héritage et la mémoire de Charlie Kirk, mais aussi ses partisans, les mêmes partisans qui l'ont suivi au combat. Certains ont littéralement passé du temps en prison après le 6 janvier parce qu'ils croyaient en lui. Trump nous a tous trahis, jusqu'au dernier. D'accord, ne vous y trompez pas. Trump est désormais un anti-Trump. Les mêmes personnes dont nous avions besoin pour faire élire Trump, il s'est maintenant associé à elles et il nous insulte. Et il pense qu'on est trop stupide pour s'en rendre compte ou quelque chose comme ça, qu'il avait promis des prix de l'essence bas, qu'il avait promis la fin des guerres sans fin, plus d'implications dans les conflits du Moyen-Orient. Et maintenant, on a exactement le contraire. Et cela arrive parce que c'est un lâche. Il est lâche de faire ça au peuple américain. Et ce sera son héritage. Son héritage sera celui d'une personne qui n'a pas su tenir tête à Bibi Netanyahou. Une personne qui aime simplement l'argent et l'idée de voir son nom partout. C'est de cela que le monde se souviendra à propos de Donald Trump. Jusqu'à présent, en un an pour résumer, son administration a permis l'érosion, une lente érosion du premier amendement sur les campus universitaires, avec des exceptions spéciales pour l'antisémitisme. Donc, en pratique, des lois sur les discours de haine. Il existe une nouvelle définition de l'Ishra pour l'antisémitisme. Une définition tellement large qu'elle inclut, je cite, le fait d'accuser des citoyens juifs d'être plus loyaux envers Israël ou envers les prétendues priorités des Juifs dans le monde qu'envers les intérêts de leur propre nation. C'est intéressant parce que ensuite, ou plutôt parce qu'il ne sait même pas ce qu'ils écrivent et ce qu'ils préparent, il ne fait pas attention. Il viole de façon hilarante sa propre loi. Quand il parle de sa patronne, Myriam Adelson, écoutez ce qu'il dit. Myriam, lève-toi s'il te plaît. Elle l'est vraiment. Je veux dire, elle aime ce pays. Elle aime ce pays. Elle et son mari sont incroyables. Ils nous manquent. Je lui ai demandé un jour, je vais lui attirer des ennuis. Mais j'ai dit, Myriam, tu aimes Israël. Qu'est-ce que tu préfères, les États-Unis ou Israël? Elle a refusé de répondre. Cela pourrait vouloir dire Israël, je dois l'avouer. Nous t'aimons. Merci ma chérie d'être là. C'est un grand honneur. Donc Trump dit que la personne à qui il a pris 100 millions, 200 millions de dollars, je pense qu'au final, elle aime Israël plus qu'elle n'aime l'Amérique. Elle a servi dans les forces de défense israéliennes, IDF. C'est ce qu'il est en train de vous dire. L'administration Trump a ensuite retardé la publication des dossiers Epstein, puis nous a manipulés à ce sujet. Il a qualifié ces dossiers de canulars démocrates. Il nous a demandé, célèbrement, est-ce qu'on parle encore des dossiers Epstein? Est-ce qu'on parle encore d'enfants qui sont blessés? Oui, ne vous y trompez pas, cela revient à couvrir des pédophiles juifs, parce que c'est ce qu'était Jeffrey Epstein, un pédophile juif occulte. Trump nous a dit « plus jamais de guerre sans fin ». Ils se sont clairement présentés comme pro-paix, lui en premier. C'était le programme sur lequel ils ont fait campagne jusqu'à ce que Bibi Netanyahou dise que le Venezuela est antisémite. Ensuite, nous avons renversé Maduro. Et devinez qui en a profité? J'ai tellement aimé ce titre. Le Venezuela envoie sa première cargaison de pétrole à Israël depuis des années, signe d'une amélioration des relations. Je parie que les relations se sont améliorées.
Hé, regardez, regardez, Américains, vos prix de l'essence augmentent. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que vos impôts ont servi à soutenir l'opération militaire au Venezuela qui jusqu'à présent a profité à Israël. Et selon moi, c'est au moins en partie la véritable raison pour laquelle Trump est obsédé par l'acquisition du Groenland, car il y a là-bas du pétrole brut inexploité, estimé à 31 milliards de barils. Cela irait certainement loin pour répondre aux besoins incessants d'Israël, de tuer, bombarder et détruire. Il en faut beaucoup pour ça. Maintenant, peut-être que vous avez voté pour Trump parce que vous étiez une maman MAGA. N'ayez crainte, le traître est là. Parce que le 26 février, Trump a signé un décret présidentiel invoquant le Defense Protection Act pour augmenter la production de glyphosate, qui est ce qu'on trouve dans Monsanto, n'est-ce pas? C'est l'agent cancérigène qui se trouve dans l'herbicide. Nous savons que cela cause le cancer. Les mamans MAGA se sont battues pour que cela n'existe plus. Apparemment, les pesticides toxiques sont de retour sur la table. Mais ne ratez pas cette partie, d'accord? Ceci vient du Washington Post, parce que les gens se sont demandé pourquoi faire cela. Ils ont écrit, mais la partie largement éclipsée était la mention dans le décret de quelque chose de controversé, d'une autre manière, la fabrication de munitions utilisées par l'armée américaine. Bayer, qui fabrique le glyphosate, est aussi la seule entreprise aux États-Unis à produire une forme de phosphore élémentaire, appelée phosphore blanc, qui sert à fabriquer l'herbicide. Ah, d'accord. Phosphore. Ce phosphore blanc est également utilisé pour fabriquer des munitions déployées comme écrans de fumée, des engins incendiaires capables d'incendier violemment des biens ou des personnes. Oh, c'est bien. Je suis content que le Washington Post l'ait remarqué. Tout le monde parle de Monsanto, mais personne ne prête attention au fait que le phosphore blanc est également fabriqué par décret présidentiel. Tu ne vas pas me croire, mais devine ce qui est utilisé en ce moment au Liban. Regarde ce titre. Oh, Israël utilise illégalement du phosphore blanc. Je me demande d'où ils tiennent ça. Probablement du camp pro-paix. C'était toujours la paix, c'est toujours la paix jusqu'à ce qu'Israël s'en mêle. Ils ne connaissent pas la paix, ils ne veulent pas la paix. Bibi a demandé à Trump de bombarder l'Iran. Presque immédiatement. Et heureusement, parce que Charlie Kirk était vivant à ce moment-là, cela s'est d'abord limité à frapper uniquement leur site nucléaire. Et d'ailleurs, je ne devrais même pas dire heureusement parce qu'ils nous avaient promis aucune implication dans des conflits à l'étranger, mais au moins ils ont fait semblant un moment que ce ne serait qu'une opération limitée. Maintenant, certains d'entre nous savaient mieux parce que ça ne s'arrête jamais. Baal exige un sacrifice de sang constant. L'obstacle que représentait Charlie Kirk a ensuite été éliminé. Et maintenant, où en sommes-nous, n'est-ce pas? Les États-Unis sont en train de bombarder l'Iran de manière préventive. Et l'explication qu'on nous donne, c'est que Israël allait bombarder l'Iran. Alors nous l'avons fait à leur place, au cas où. L'Iran a répliqué en frappant des bases militaires américaines. Waouh, c'est vraiment très confus. C'est vertigineux. Il n'y a pas moyen qu'ils aient vraiment dit ça. Si, ils l'ont dit. Marco Rubio l'a dit. Ainsi, écoutez bien. L'évaluation qui a été faite, c'était que si nous attendions que cette attaque ait lieu avant de frapper, nous subirions beaucoup plus de pertes. Et donc le président a pris une décision très sage. Nous savions qu'il allait y avoir une action israélienne. Nous savions que cela allait entraîner une attaque contre les forces américaines. Et nous savions que si nous ne les attaquions pas de manière préventive avant qu'ils ne lancent ces attaques, nous subirions plus de pertes et peut-être même plus de morts. Et alors nous serions tous ici à répondre à des questions sur pourquoi nous le savions et n'avons pas agi. Je suis désolé, mais dans ce scénario, si Israël allait provoquer et déclencher cette chaîne d'événements, cela n'aurait-il pas eu du sens pour eux de bombarder Israël? Bombarder Israël pour empêcher Israël de bombarder l'Iran? Empêcher l'Iran de riposter en s'attaquant aux bases américaines à cause de notre implication avec Israël et du fait que nous leur envoyons constamment des munitions et ce genre de choses? Je ne comprends tout simplement pas la logique. Israël ne peut pas arrêter de bombarder des gens, donc nous devons bombarder des gens à leur place. C'est ce qu'il est en train de vous dire. Et c'est ce que nous faisons. Nous venons de tuer 150 écolières iraniennes âgées de 7 à 12 ans de manière préventive. Ne vous inquiétez pas, les gars. C'était de manière préventive, parce qu'Israël allait probablement les bombarder et les tuer. Alors, nous l'avons fait à leur place. Tant que tu dis que c'est préventif, ça passe. Ne réfléchis même pas plus loin.
Combien de paix peut-on vraiment supporter? C'est juste trop de paix. Tu sais, tu dis trop de victoire. C'est comme trop de paix. Regardons en fait quelques images en direct de la paix que nous sommes en train de répandre au Moyen-Orient. Ouais. Paix préventive. On a dû le faire, je peux l'expliquer. Je peux vous l'expliquer, les gars. Ça ressemble à de la paix. Je vais réitérer mon point de vue. Le fait que Trump ait permis que cela se produise, qu'il ait laissé faire, fait de lui un traître et aussi un lâche. Et vous feriez bien d'accepter ce fait. OK, arrêtez de jouer à gauche ou à droite. Arrêtez de dire que ça aurait été différent si un démocrate était au pouvoir. Arrêtez de jouer républicain ou démocrate. Réveillez-vous. Ces gens occupent les deux camps. Et je crois vraiment que les guerres mondiales sont en fait des remises à zéro globales. C'est pour ça qu'ils en veulent toujours. Ils utilisent la propagande pour convaincre les gens de s'engager dans leur propre massacre. Quelque chose qui me hante constamment, c'est Norm Finkelstein, m'expliquant que Israël avait une politique gouvernementale littérale et réelle appelée « tondre la pelouse » à Gaza, où l'armée israélienne commençait simplement, au hasard, à tirer et à tuer des Palestiniens pour s'assurer mais que la population ne grandissait pas. Comme si, oh non, trop de population. Pour moi, quand je vois tout ce qui se passe en ce moment et qu'il n'y a aucune raison, mais avec cette insistance pour que nous nous préparions tous à l'Armageddon, cela me semble être une occasion de simplement tondre la pelouse des personnes qui s'opposent à eux. Le contrôle de la population a toujours été l'objectif, que ce soit par les vaccins, la propagande sur l'avortement, mon corps, mon choix. Réveillez-vous. Comme je l'ai dit, à gauche ou à droite, c'est la même finalité. C'est la même chose vers laquelle ils foncent. Ils veulent que vous acceptiez de tuer vos enfants ou vous-même. Inscrivez-vous pour la guerre. Voici un peu de propagande. Vous partez au Moyen-Orient. Il n'y a aucun plan. Il n'y aura aucune fin en vue. Mais mec, peux-tu imaginer après? On pourrait même te donner une Purple Heart. Tu ne seras pas là pour la recevoir. Comme cela a été stipulé d'ailleurs pour ceux d'entre nous qui parcourent les dossiers Jeffrey Epstein. En fait, ils tiennent des conversations ouvertement, sur la façon dont, à l'avenir, les gens ne pourront même plus se reproduire par eux-mêmes. C'est leur désir ultime, contrôler la naissance et contrôler la mort. Ils veulent être des dieux sur Terre. C'est ce qu'ils veulent être. Ils se voient comme ceux qui n'ont qu'à contrôler la naissance et la mort. Et alors, nous contrôlons tout. Et ne vous y trompez pas, Trump, s'il le lui demande, à la demande de Bibi ou de Myriam Adelson, enverra vos fils et vos filles mourir pour Israël. Israël s'y attend. Ils regardent les goyim et disent « Ceux-là sont à nous, ce sont nos bêtes ». Ils laissent déjà entendre qu'ils gardent toutes les options ouvertes quant à la nécessité ou non d'envoyer des troupes au sol. Voici le ministre de la Défense israélien, Benny Gantz, qui explique qu'il n'exclut pas cette nécessité. Écoutez bien. Nous avons 180 000 gardiens de la Révolution. Presque 1 million de basiges, 2 millions de réservistes qui sont basiges. Ce sont eux qui ont les armes. Même si cette campagne dure 4 à 5 semaines, est-il juste de s'attendre à ce que des civils non armés sortent et prennent le contrôle de leur gouvernement? Eh bien, la situation là-bas est très compliquée, mais je suggère que nous procédions étape par étape. Actuellement, nous neutralisons le système de commandement et de contrôle de l'Iran ainsi que sa capacité à influencer la région. Et nous verrons ce qui se passera ensuite. Je pense que nous devons être très déterminés sur ce point. Nous devons maintenir une continuité opérationnelle offensive afin d'évaluer en permanence où nous en sommes et ensuite prendre des décisions. Pensez-vous qu'il faudra finalement des troupes au sol? Je ne l'exclurai pas pour ces raisons ou d'autres, mais nous devrons voir comment les choses évoluent. Et pensez-vous que cela inclura des troupes israéliennes au sol? Je n'exclus rien. Nous attendons depuis 47 ans. Et nous sommes arrivés à un point où tous les moyens nécessaires doivent être employés pour atteindre nos objectifs. C'est incroyable. La question suivante était, y aura-t-il des troupes israéliennes au sol? Comme si l'absence de troupes était évidente. On demande alors, d'accord, mais allez-vous en inclure? Et dans le même esprit, nous avons Caroline Leavitt qui laisse entendre qu'une conscription n'est pas exclue parce que Trump est intelligent. Écoutez ça. Et le président a eu un échange intéressant à bord d'Air Force One ce week-end, Carole.
J'aimerais avoir votre avis sur cette idée de troupes au sol. Des mères, là dehors, s'inquiètent que nous ayons une conscription, qu'elles voient leurs fils et leurs filles impliqués dans tout cela. Que voulez-vous dire à propos des plans du président concernant des troupes au sol? Comme nous le savons, cela a été en grande partie une campagne aérienne jusqu'à présent. C'est le cas et cela continuera de l'être. Et le président Trump, avec sagesse, ne retire aucune option de la table. Je sais que beaucoup d'hommes politiques aiment faire cela rapidement. Mais le président, en tant que commandant en chef, veut continuer à évaluer le succès de cette opération militaire. Cela ne fait pas partie du plan actuel pour le moment. Mais le président, encore une fois, garde sagement toutes ses options ouvertes. Mais en tant que commandant en chef, il n'y a pas de priorité ou de responsabilité plus grande pour ce président que, bien sûr, de protéger le peuple américain et protéger nos troupes et nos bases au Moyen-Orient, que l'Iran menace depuis 47 ans. Ils ont tué et mutilé des milliers de soldats américains. Et le président Trump n'allait pas permettre à l'Iran d'attaquer nos bases, nos troupes et nos hommes et femmes au Moyen-Orient en premier. C'est pourquoi il a pris cette décision historique en lançant l'opération Epic Fury. C'est exact. Il ne permet qu'à Israël de faire cela. Seul Israël est autorisé à attaquer l'Amérique. Seul Israël est autorisé à s'en tirer avec l'affaire du Levant. Seul Israël est autorisé à s'en sortir après ce qu'ils ont fait à l'USS Liberty. C'est un droit réservé à Israël. Attaquer et utiliser les Américains pour mutiler et caricaturer des gens. C'est leur droit. C'est un droit de naissance. On leur a probablement promis il y a 3000 ans. Je dis que la question n'est pas de savoir si, vu la façon dont ils parlent, la façon dont ils ont menti, ils continuent simplement à pousser et à pousser. Oh non, ce sera juste Fordo, juste l'opération Midnight Hammer, c'est tout. Maintenant, soudainement, oh non, il faut qu'on agisse un peu plus de manière préventive. Maintenant, c'est oh, les options sont peut-être encore sur la table, mais c'est intelligent. Pour lui, garder ses options ouvertes, ça me donne l'impression que la question n'est pas de savoir si, mais quand. Si, pas si, mais quand cette option sera mise à exécution. Je pense que c'est en fait une partie cruciale de leur plan, parce qu'il est temps de tondre la pelouse. C'est pourquoi les partisans d'Israël comme Bill Ackman sont devenus enragés ce week-end à cause de moi, parce que j'ai suggéré que peut-être les militaires ne devraient pas s'engager. Peut-être que vous ne devriez pas vous engager dans l'armée américaine. C'est la situation dans laquelle nous vivons. Ils veulent que je sois emprisonné simplement pour avoir mentionné qu'à ce stade, personne ne devrait rejoindre l'armée américaine. Bill retweetait des gens qui affirmaient qu'en fait, c'est fédéral de dire aux gens apparemment de ne pas s'engager dans l'armée. Pourquoi cela? Pourquoi pensez-vous qu'ils retweetent cela? Pourquoi l'idée que des goyim ne servent pas les stresse-t-elle autant? Je veux dire, ce sont eux qui disent que tous les sondages montrent que les Américains, massivement, soutiennent une action en Iran. C'est tellement massif qu'ils soutiennent ce qui se passe en Iran, n'est-ce pas? Les Américains détestent Tucker Carlson. Ils détestent Megyn Kelly. Ils détestent Candace Owens. Et ils aiment tellement Israël? S'il vous plaît, prenez nos impôts. S'il vous plaît. Nous venons juste de faire cette opération au Venezuela. Prenez le pétrole. Non, prenez tout. Vous avez les soins de santé gratuits. Je vous donne l'occasion de prouver à quel point vous êtes honnête, à quel point Israël a du soutien. Puisse-t-on vous voir pris à votre propre piège de propagande éhontée? En attendant, je voudrais réitérer mon point. Aucun fils ou fille d'Américains ne devrait mourir pour Israël. C'est tout. Aucun fils ou fille d'Américains ne devrait mourir pour Israël. Goyim, restez en retrait. Rentrez chez vous. Trouvez les moyens légaux de quitter l'armée, car il existe des moyens légaux de quitter l'armée. Vous pouvez, en effet, refuser le service militaire pour des raisons de conscience. Militaire, messieurs. Au cas où vous ne le sauriez pas, vous prêtez serment de défendre la Constitution des États-Unis d'Amérique. Je ne vois pas vraiment cela se produire en ce moment. Je ne vois même pas Trump le faire. De ces violations flagrantes de la liberté d'expression à la liberté de religion, Trump a récemment renvoyé Carrie Prejean Bowler du comité religieux parce que les sionistes n'aimaient pas ses perspectives catholiques. Est-ce que quelqu'un peut vraiment me le montrer? Montrez-le-moi. Quelle partie spécifique de la Constitution notre commandant en chef protège-t-il actuellement efficacement? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous regardez autour de vous? Qu'a-t-il fait? Vous vous diriez, ah oui, c'est lui qui défend notre Constitution. Mieux encore,
indiquez-moi quel droit constitutionnel garanti vous croyez que Trump ne violera pas pour Israël. Pouvez-vous m'en indiquer un? Parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, nous sommes tous contraints à la servitude d'une puissance étrangère. Nation. Voilà ce qui semble être la réalité américaine actuellement. Alors je dis, par tous les moyens, laissez donc les Mark Levin, les Ben Shapiro, inscrire leurs propres enfants à la place. Laissez les chrétiens sionistes, ceux qui font des vidéos pour vous expliquer à quel point c'est diabolique de ne pas soutenir Israël. Ils croient que c'est messianique, que Bibi a été envoyé pour annoncer l'Armageddon. C'est censé ramener Jésus. Je vous en prie, vous tous, chrétiens sionistes, engagez-vous dans l'armée dès aujourd'hui. S'il vous plaît, arrêtez de tweeter. Arrêtez de crier à propos de Tucker Carlson. Vous avez quelque chose de bien plus important à faire. Il y a une mission messianique en ce moment. Allez en Iran. Allez retirer les milliers d'enfants palestiniens innocents morts sous les décombres à Gaza pour que Trump puisse construire son hôtel. Je veux que vous soyez le changement que vous souhaitez voir dans le monde. Vous en êtes capable. Lavagoyim se retire. Parce que vous avez la vision, vous avez la compréhension. C'est biblique. Allez-y. Vous pouvez le faire sans nous. Nous revenons juste après une pause. Très bien, vous savez, bien avant que l'industrie alimentaire ne nous trahisse et ne commence à produire des aliments de mauvaise qualité en se cachant derrière les étiquettes nutritionnelles, une chose a toujours été vraie. Les fruits et légumes biologiques sont les super aliments dont votre corps a besoin. La restauration rapide a bon goût pendant, 20 secondes. Mais la malbouffe et l'inflammation qui s'ensuivent détruisent votre organisme. Cela vous maintient fatigué et faible. C'est pourquoi vous devez aller voir fieldofgreens.com. Field of Greens, ce sont des fruits et légumes 100% biologiques, déshydratés et réduits en une fine poudre. Chaque ingrédient a été sélectionné pour soutenir des fonctions essentielles dans tout votre corps, comme votre foie, vos reins, votre cœur et vos poumons. C'est l'amélioration santé la plus simple que vous puissiez faire. Une seule cuillère par jour et vous sentirez la différence. Field of Greens promet que votre médecin remarquera votre meilleure santé ou vous serez remboursé. Bénéficiez de 20% de réduction avec le code promo CANDACE lors du paiement en visitant fieldofgreens.com dès aujourd'hui. C'est fieldofgreens.com avec le code promo CANDACE au moment du paiement. Je vous rappelle aussi American Financing, car avez-vous regardé vos relevés de carte de crédit récemment? Travailler 50 heures par semaine pour de la nourriture et de l'essence autrefois abordables, alors que les banques prennent 20% d'intérêt. Pensez-y. C'est pour vous étouffer. American Financing fait ce que les banques détestent. Ils aident réellement les gens. Ils offrent des taux à 5% et expliquent comment mobiliser son capital immobilier pour solder ses dettes coûteuses. L'économie moyenne est de $800 par mois. Parlez à un de leurs conseillers salariés. Sans frais ni obligations pour estimer vos économies. En commençant aujourd'hui, vous pourriez même reporter 2 mensualités. Appelez American Financing au 800-795-1210 ou visitez americanfinancing.net Owens. C'est americanfinancing.net alias Owens. Très bien, nous allons aborder certains de vos commentaires. Stevie, je crois que ce sont les commentaires qui ont le plus retenu notre attention lors du dernier épisode. Stevie a écrit « Erika disait la vérité lorsqu'elle a dit qu'elle était à un entretien d'embauche. C'est juste que Charlie était le poste. » Oui, nous vous en dirons plus demain, lorsque nous aborderons la période Charlie. Laura Evelyn écrit « Se déclarer unique soutien de famille, en référence à Erika, alors qu'on possède des dizaines de millions de dollars qu'on n'a pas gagnés, est une stratégie audacieuse. » Il n'y a pas de stratégie. Elle fonctionne en pilotage automatique. Et je n'ai tout simplement pas de mots pour décrire tout ce que nous avons vu se produire. Et j'espère que ce que vous retiendrez de cet épisode, c'est que c'est du gaslighting à une échelle tellement épique. J'ai posé la question à mon mari, sérieusement. Ce week-end, nous sommes sortis manger quelque chose et je lui ai simplement demandé « Jusqu'où vont-ils aller ?» Tordre la réalité. Je n'ai jamais rien vu de tel. Je ne les ai jamais vus faire semblant que 99% des gens soutiennent quelque chose qu'ils ne soutiennent manifestement pas. Et ils le font, tout simplement. Vous pouvez faire un sondage n'importe où, tout de suite. Sur X, Facebook, tout le monde adore ça. Ils lâchent simplement des bots de fausses personnes sur Internet pour faire croire que c'est soutenu que les gens adorent la guerre. Ils adorent juste les enfants morts au Moyen-Orient. C'est complètement inventé. Nous savons tous qu'ils mentent. Nous savons qu'ils mentent.
C'est pour ça qu'ils sont en colère. S'ils étaient vraiment en train de gagner, ils ne seraient pas en colère. Personne n'était en colère pendant les années Obama parce que nous étions tous encore un peu endormis, que l'on soit de gauche ou de droite. Nous étions tous généralement un peu endormis et nous pensions qu'à un certain degré, l'Amérique faisait ce qu'il fallait. Ce n'est plus la réalité dans laquelle nous vivons. Nous nous sommes réveillés face à ce qu'ils font. Vous savez, le pouvoir, c'est vraiment drôle de regarder ce qu'Israël a fait. Ils ne réalisent pas que le pouvoir qu'ils avaient sur l'Amérique ne résidait pas dans l'argent. Ce pouvoir n'existait pas dans le chantage. Oui, il y a des éléments de cela. Oui, on fait chanter un tas d'hommes politiques. On les surprend en train de faire des choses bizarres devant la caméra. Je veux dire, peu importe ce qu'ils ont, j'imagine que ce qu'ils ont sur l'Instagram va bien au-delà. Je veux dire, ça doit être vraiment dégoûtant. C'est ce que je ressens en voyant la façon dont il agit. C'est presque maniaque, son soutien à Israël. Randy Fine, je dirais la même chose à son sujet. Mais ce n'était pas le pouvoir qu'Israël détenait. Le pouvoir résidait dans l'illusion. Le pouvoir résidait dans les millions d'Américains, la majorité d'entre nous, qui pensaient et croyaient qu'Israël était innocent, qui croyaient qu'Israël n'était qu'un petit pays au Moyen-Orient, qui croyaient qu'il n'avait jamais rien fait à personne. Et puis, ils ont tout misé là-dessus. Ils ont misé tout ce pouvoir. Ils ont dit, tu sais quoi, maintenant, on a de l'argent. Maintenant, nous contrôlons les troupes. Maintenant, nous le faisons, ce que nous faisons depuis des décennies. Nous avons l'armée, nous avons la présidence, nous avons tout ça. Alors maintenant, on va juste y aller, on s'en fiche même. On va tomber le masque. Non, le masque tombe. Non, il fallait garder ton masque. Voilà le problème qu'ils ont. Et c'est pour ça qu'ils sont en colère, parce qu'ils se rendent compte que des générations entières ne les croient plus. Plus personne ne croit à l'innocence d'Israël. Les gens lèvent les yeux et comprennent à quel point on nous a menti. Les gens retirent leurs enfants de l'école pour qu'ils ne subissent pas la même ignorance que nous avons subie pendant très longtemps. Je m'adresse surtout aux millénials. Peut-être qu'il y a un certain groupe de personnes qui regardent Fox News toute la journée et qui y croient vraiment. Ce n'est qu'une petite stratégie. Oui, donnez-le à l'Iran, mais non, on ne va pas tomber dans le piège. On ne va pas se laisser avoir par le Russie, Russie, Russie. La Russie est notre plus grand ennemi. C'est toujours le Moyen-Orient, c'est toujours les musulmans. On s'est réveillé de ça, et donc je pense que c'est là qu'ils se sont vraiment trompés. Ils se sont trompés en sous-estimant à quel point l'illusion comptait. Bref, par curiosité, Joël écrit « Les assassinats de JFK et Charlie Kirk étaient des exemples de changement de régime intérieur. J'inclus ces cas. Parce que Turning Point USA était une organisation militaire opérant au nom des États-Unis et de Philadelphie. Peut-être qu'on ne serait pas aussi friand des guerres de changement de régime si on savait vraiment que ça nous est aussi arrivé. Je veux dire, le fait qu'ils étaient, quand ils m'ont envoyé cette mise en demeure, ils ont écrit. Pour avoir dit que Turning Point a, été infiltré militairement. Tout le monde est dans l'armée. Je suis désolée. J'ai exposé le parcours de tous ces pasteurs, le tournant décisif dans la foi et l'histoire de la mère d'Erika. On dirait que beaucoup de militaires sont arrivés très vite. C'est tout ce que je dis. Désolé de l'avoir remarqué. TJ, Kurt écrit « Merci de noter que beaucoup ont donné des milliers via GiveSendGo pour qu'Erika reste avec ses bébés. J'attends toujours mon merci, mais elle juge cela insuffisant et dit devoir travailler pour les soutenir. C'est le comble de l'ingratitude, et j'aurais pu insister lourdement sur toute cette somme reçue. Je crois que quelqu'un a même fait remarquer que j'ai oublié de mentionner qu'Elon Musk leur avait fait un don. Donc non, il n'y a aucune raison pour qu'Erika doive être au bureau tous les jours. Cela n'a aucun sens. Elle n'avait pas besoin de devenir PDG. Elle n'honore pas son mari. Nous pouvons entendre les paroles de son mari, ce qu'il voulait, quelle était sa vision pour ses enfants. Il est impossible d'être le seul soutien de famille, le seul parent, et que ces enfants grandissent avec l'influence dont ils ont besoin, en ayant un parent à la maison, pendant que vous êtes occupé à être PDG et présidente d'une prétendue entreprise désormais valorisée à 1 milliard de dollars. Je veux dire, encore une fois, ils pensent que nous n'avons aucun bon sens. On peut vraiment juste être une mère célibataire et, d'une manière ou d'une autre, diriger une organisation et dire « Non, mes enfants sont heureux parce qu'ils sont au bureau. Ils sont au bureau. » C'est exactement là où les tout-petits adorent être. Ils adorent simplement courir partout dans un bureau. Intuition, Jen écrit « Candace, excellent travail. » Cabale, satanisme, il y a beaucoup de points communs. Oui, en effet, il y en a. Ils essaient de faire revenir leur Messie. Qui est-ce exactement? Nous ne savons pas, mais nous savons.
Oui, je veux dire, nous parlons de la synagogue de Satan. Il n'y a aucun doute. Je veux dire, regardez le nombre de sacrifices de sang requis. Comment quelqu'un pourrait-il être dans l'illusion? C'est très clair ce qu'ils veulent et ce qu'ils sont prêts à faire pour l'obtenir. C'est ça le plus important, ce qu'ils sont prêts à faire pour l'obtenir. Et c'est pour cela que vous devez apprendre ce qu'est le franquisme. Vous devez en apprendre plus sur Jacob Frank. Il faut que vous sachiez cela. De la même manière, il y avait ce mouvement de personnes, semblables aux sionistes chrétiens, qui sont complètement déconnectés. Regardez Paula White. Les pasteurs qui entourent Trump, ils croyaient en cette mission messianique. Et qui était-il? C'était un psychopathe mentalement dérangé. Voilà ce qu'était Jacob Frank. Et pourtant, ils l'ont suivi quand même. Ils pensaient qu'il était un messie. C'est ce que je vois quand je regarde les gens qui suivent Bibi Netanyahou sans broncher, qui peuvent regarder ce qui s'est passé à Gaza et dire « c'était selon la volonté de Dieu ». De quel Dieu parlez-vous? Quel Dieu exige le sacrifice d'enfants de cette manière? Surtout pour un hôtel, pour des propriétés qui d'ailleurs ont été promises à beaucoup de ces pasteurs, des propriétés à Gaza. Ils ont déjà des maisons qui leur ont été promises pour convaincre leurs églises de soutenir ce projet, histoire de vous expliquer. D. Shaw écrit « Étudier le Hellfire Club ». Je l'ai fait. Oui, j'adhère à ce club de lecture. Oui, on parle constamment de franc-maçonnerie, du Hellfire Club, et on en parle d'ailleurs parce qu'ils ont visité Paris. Je veux dire, la France pose problème pour une multitude de raisons, mais je crois que le Hellfire Club était en Angleterre. Si je me souviens bien, c'était soit un club d'Oxford, soit un club de Cambridge. J'en suis consciente. Dr. Tom Nadjar écrit « Je veux votre avis sincère. Que pensez-vous du fait de soutenir Trump pendant les élections? Vous sentez-vous en partie responsable du chaos actuel? Je comprends que les gens font des erreurs. Mais comment n'as-tu pas vu ça venir? » Même la façon dont tu poses la question sous-entend que l'autre option aurait été meilleure. Tu avais deux options. Tu avais Kamala pour qui absolument personne n'a voté. Je veux dire, tu penses vraiment que Biden dirigeait la Maison-Blanche? À ton avis, qui dirigeait la Maison-Blanche? Biden n'arrivait même pas à formuler une phrase. C'est le même appareil qui dirigeait la Maison-Blanche quand Biden était en fonction. C'est cet appareil qui aurait continué à diriger si Kamala s'était présentée et qui le dirige maintenant que Trump se présente. C'est comme ça que je vois les choses. Et je ne sais pas, est-ce que Trump est devenu presque imprévisible? Dans la façon dont il nous manipule, oui. Je n'avais vraiment pas vu venir ce moment Epstein. Tu sais, je n'étais pas du genre à... J'ai passé du temps à expliquer aux gens que Kamala n'était pas celle qu'elle prétendait être. Elle mentait complètement sur son passé. Elle mentait totalement sur son histoire. Et j'ai fait les Kamala Chronicles. Mais ça fait un moment que je ne suis plus du tout dans le train hardcore MAGA Trump, en fait. Évidemment, je pense que ce qui me déçoit le plus ou qui m'a le plus choqué, c'est qu'il ait survécu à la tentative d'assassinat. Et que ce à quoi il consacre le reste de son temps, c'est à détruire l'Amérique pour Israël. Genre, tu survis à plusieurs tentatives d'assassinat et ton instinct, c'est qu'est-ce qu'ils te disent? Tu as survécu pour pouvoir en faire plus pour Israël? Je n'arrive même pas à comprendre ce qui se passe. Et ouais, c'est nul. C'est vraiment nul. Et je pense juste beaucoup de gens en ce moment se sentent complètement dupés. Mais s'il y a une chose pour laquelle je suis reconnaissant, c'est que je crois vraiment que la gauche et la droite en viennent à comprendre que l'on fait toujours semblant que c'est l'un ou l'autre, alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas une question de choix entre deux options. On perd à chaque fois. Ils ont trouvé différentes façons de nous amener, sans cesse, à leur remettre toujours plus de pouvoir. C'est juste la manière dont ils argumentent, la façon dont ils débattent pour nous amener à ce résultat gauche contre droite. Mamassé écrit « Lors de la cérémonie en mémoire de Charlie, mon mari a vu Tyler Boyer et a dit « Il faut se souvenir de ce type ». Turning Point a manipulé émotionnellement trop de gens pour leur faire croire que ce sont des personnes décentes, craignant Dieu, alors qu'il est évident que ce n'est pas le cas. En fait, je vais vous dire que je le tiens de source très sûre qu'ils ont dû annuler des événements où Erika devait prendre la parole parce qu'il y a eu un retour de bâton. Il y a eu un retour de bâton, et il devrait y en avoir un lorsque l'on ne vous dit pas la vérité et que l'on vous ment. Et les mensonges semblent être pathologiques, petits mensonges, gros mensonges, vous ne devriez pas accepter cela.
Et vous, moins que quiconque, ne devriez accepter cette manipulation émotionnelle qui consiste à vous faire croire que vous devez accepter les mensonges qu'on vous raconte. Parce que son mari était Charlie Kirk. C'est elle, Charlie. C'est absolument ridicule. Intuition, écrit Jen. Oh, désolé, j'ai déjà lu ça. Amy adore la musique. Écrit merci. Je ne vais pas mentir. Charlie était l'une des raisons pour lesquelles j'ai voté pour Trump. Est-ce que je pense qu'il était meilleur que Kamala? Oui, mais un artiste indépendant nommé Ren a dit que c'était comme choisir entre des calamités ou l'herpès. Que Dieu te bénisse, Candace. Prends soin de toi. Je suis détendue. Je pose juste une question. Mais si Erika et Vance sont sur un ticket, ils n'auront pas mon vote, si tant est que ça ait de l'importance. Ouais, je ne pense pas. Je pense que tout ce sur quoi Erika est ou s'implique, à moins qu'elle ne le fasse. Un masque, s'asseoir, dire la vérité, une sorte d'interview sans filtre, sans tabou, c'est la seule façon dont je peux l'imaginer. Voici mon téléphone, voici celui de Charlie, et peut-être arrêter de dire Shabbat Shalom. C'est la seule façon dont je pourrais imaginer qu'elle ait une chance de faire quoi que ce soit. Mais oui, faire quoi que ce soit à l'avenir en politique, mais je pense que ses chances sont pratiquement nulles. Bref, pour finir, Ahmed écrit « Super travail, Candice. Merci de dire la vérité. Je veux vous rappeler que si vous souhaitez nous soutenir dans notre démarche de vérité, vous pouvez aller sur notre site, candiceowens.com. Nous avons plein de produits dérivés sur le site. C'est la façon la plus simple de nous soutenir et de soutenir simplement les voix indépendantes. Il n'y en a pas beaucoup. En fait, il y en a beaucoup maintenant qui émergent, mais je veux dire, il n'y en a pas beaucoup dans les grands médias qui sont prêts à dire la vérité. Nous savons que c'est vrai. Et c'est pourquoi je dis toujours, assurez-vous de prier pour Megyn Kelly. Il l'attaque vraiment très durement. Priez pour Tucker parce qu'il aborde exactement ces mêmes sujets. Et là, on touche vraiment au cœur du problème. C'est vraiment le cas. C'est ce que nous observons. Bref, les amis, c'est tout ce qu'on a pour vous aujourd'hui. Désolé, au fait, si vous êtes sur YouTube et que les premières minutes de l'émission ont été coupées, nous essaierons de les mettre en ligne plus tard. En tout cas, on se retrouve demain.